Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Dimanche Politique. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À présent, bien sûr, après le duel que vous avez suivi à l'instant même, il y a quelques minutes, place donc l'hebdo des éditorialistes. C'est bien sûr le plateau qui est réservé aux hommes des médias. Et oui, aux hommes des médias qui viennent analyser et commenter l'actualité de la semaine selon leur compréhension. Et pour ce 23e jour de ce mois de janvier, qui est d'ailleurs un dimanche, puisque c'est bien sûr les dimanches qu'on se retrouve ici. Nous avons autour du plateau Eloge Gandaro. Bonjour Eloge Gandaro. Bonjour Théodile Moussa et bonjour à tous. Et très bien. Eloge Gandaro, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci d'être là ce matin avec nous. Et puis nous avons également Grégoire Dansou. Bonsoir monsieur Dansou. Bonjour monsieur Moussa. Merci d'être là. Grégoire Dansou, directeur de publication du quotidien Le Grand Quotidien. Et puis Félicien Fayon, journaliste au matinal qui va à coup sûr aujourd'hui, dans tous les cas, nous rejoindre. Alors l'actualité, sinon le principe, vous le savez, nous allons d'abord laisser monsieur Dansou aborder les sujets. C'est que vous avez proposé deux sujets. Le premier sujet, nous partons avec vous. Vous l'autorisez, monsieur? Tout à fait. Je n'autorise pas, oui. Mais je concède. C'est votre droit, c'est vous qui animez. Voilà. C'est vous qui dirigez l'émission. Voilà. Et donc, c'est votre droit de le faire. Très bien. Alors, monsieur Dansou Grégoire, directeur de publication du quotidien Le Grand Quotidien, quels sont les sujets qui vous ont vraiment qui ont attiré votre attention cette semaine? Le premier, nous partons d'abord du premier. Merci beaucoup, monsieur Roussa. Nous avons un événement, je ne sais pas s'il faut appeler à la fois malheureux et heureux à la fois. Et l'enlèvement du CA central de Niki et après son relâchement, je pense que c'est un sujet majeur de la semaine. C'est un événement. Puisque nous ne sommes pas habitués chez nous à des événements comme ça, on a même appris après son enlèvement qu'il y a eu demande de rançon. Mais après, il a recouvré sa liberté, si on peut le dire ainsi, sans que rien, selon nos informations, sans que rien ne soit payé, sans qu'il n'y ait pas de paiement de rançon. Je pense que c'est un sujet qui nous interpelle à renforcer la sécurité. Déjà qu'il y a quelques semaines, nous sommes habitués à des vocabulaires qui ne nous étaient pas du tout familiers, à savoir l'attaque des djihadistes dans le nord Bénin. Et évidemment, la scène s'est aussi produite dans le nord Bénin. Je pense que c'est une inquiétude qui désormais nous interpelle. Sinon, les dirigeants doivent prendre désormais au sérieux la question de sécurité et savoir que ce qui s'est passé ailleurs, que nous entendons, on a l'habitude de dire dans nos langues, tout est minant, c'est là. Bon, bizarrement, désormais, on est en train de vivre ça. Il faut prendre des dispositions, renforcer la sécurité et des préalables que la population soit aussi sensibilisée sur des dispositions à prendre pour prévenir je pense, les béabas, je ne sais pas s'il faut les élémentaires. Vous voulez parler de la sécurité individuelle. Voilà, des dispositions élémentaires à prendre pour ne pas prendre des risques inutiles. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Oui. Eloge Gandaro, votre avis sur le sujet, cas d'enlèvement au Bénin? Oui, tout à fait. C'est une situation préoccupante. Et comme l'a souligné tout à l'heure M. Dansou, ne sommes pas habitués à ces genres de choses dans nos les enlèvements, prises en otage, ne sont pas habitués. Ça n'arrive pas souvent ici. Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver un jour. Voyez-vous, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, comme il a dit, ça nous interpelle tous. La question d'insécurité, ça ne relève plus aujourd'hui seulement de la responsabilité de l'État, de nos gouvernements, mais c'est devenu une préoccupation majeure. Nous devons tous nous mobiliser contre le phénomène. L'objectif, c'est l'insécurité zéro. Et pour y parvenir, je crois que, à côté de ce que fait déjà l'État, le gouvernement qui est pleinement conscient de ça, il a parlé de djihadisme tout à l'heure, nous ne sommes pas habitués à ça, nous ne vivons pas, n'est-ce pas, les effets du djihadisme ici, où ils interviennent avec, comment dirais-je, des échanges de tirs par-ci, par-là, où on entend 40, une cinquantaine de décès, tout ça, nous ne sommes pas habitués à ça. Mais ça commence un jour. Et si l'État en a pris conscience et déjà pose les actes qu'il faut,
et se dit, même avec son chef, qu'il faut, non seulement avec les dispositifs, le dispositif qui était déjà mis en place, qu'il faut renforcer, n'est-ce pas, donner plus de moyens aux forces de sécurité et autres là. S'ils ont conscience de leur rôle là, de ce rôle important qu'ils doivent jouer, nous, en tant que citoyens, nous devons nous dire que, vraiment, nous aussi, à notre niveau, nous devons coopérer. Coopérer d'abord en nous disant que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il ne s'agit pas de dire, ça relève seulement de la responsabilité du gouvernement. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour assurer notre propre sécurité? En aidant, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité, en leur donnant des informations, des renseignements. Nous-mêmes, en évitant d'avoir certains comportements, certaines pratiques. Oui. Est-ce que là, c'est pas de surveiller, que vous le dites si bien, oui, la sécurité, elle est individuelle. Alors, nous devons faire beaucoup attention à nos activités, aux gens avec qui nous collaborons, les partenaires, parce que si nous prenons le cas du CA de Niki, par exemple, c'est un homme d'affaires qui a eu peut-être des démêlés avec ses partenaires qui, selon nos informations, de l'autre côté de la partie nigériane. Et donc, chacun a à veiller sur lui par rapport à ses activités. Tout à fait. Lorsque tu es un homme politique, tu es plus exposé. Lorsque tu es un homme politique, et même si tu étais encore plus influent, tu peux être exposé. Ça peut être un coup de tes adversaires. Lorsque tu es un homme d'affaires, tu roules de l'argent, et beaucoup d'argent, des centaines de millions, des milliards, tu dois savoir que tu es exposé. À tout moment, ça peut arriver. Le Bénin ne constitue pas une exception. Donc moi, je dis que quand ce genre de choses arrivent, la première des choses, d'abord, ce n'est pas de polémiquer, ce n'est pas d'accuser, de dénoncer, mais d'abord, la première des choses, c'est de nous préoccuper de la situation de celui qui a été enlevé. Je crois que c'est ça d'abord. Il faut qu'on s'assure qu'il est encore vivant. Il faut que nous fassions des choses pour pouvoir, comment dirais-je, contribuer à son relâchement. C'est ce qui est très important. Nous devons nous réjouir d'abord du fait que, bon, aujourd'hui il est encore vivant, nous avons appris qu'il a été relâché. Et même les ravisseurs qui avaient exigé une rançon de 15 millions, il n'y a pas eu de rançon avant qu'il ne soit libéré. Donc notre soulagement, notre satisfaction, c'est d'apprendre déjà qu'il a été relâché et qu'il est vivant. D'accord? C'est très important parce que dans certains cas, mais on vous exécute, d'accord, pour une raison ou une autre, celui qui est enlevé est exécuté. Donc c'est déjà bien, c'est un soulagement. Mais à côté de ça, je crois qu'il faut situer les responsabilités. Et les responsabilités, c'est à plusieurs niveaux. Comme nous l'avons dit maintenant, ça nous interpelle. Quand ces cas-là commencent par arriver, nous devons nous dire que désormais, nous ne sommes plus seulement un pays où nous sommes à l'abri des menaces, nous sommes à l'abri de la violence. Nous-mêmes, nous sommes concernés par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, comme je l'ai dit, l'État doit continuer, le gouvernement doit continuer par assumer sa responsabilité. Les forces de défense, de sécurité vont continuer par jouer leur rôle, mais il nous revient, nous autres aussi, en tant que citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas seulement celui qui mène un homme d'affaires ou les politiciens, nous tous nous sommes concernés. Nous devons nous dire que nous devons, n'est-ce pas, assurer notre propre sécurité en étant vigilants à tous les niveaux et en donnant des informations, en coopérant avec les forces de défense et de sécurité, ceux qui sont chargés de cette affaire-là, pour que un jour nous arrivions à l'insécurité zéro dans notre pays. Merci à vous, Eloge Ganaro. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent envoyer des messages au numéro qui, d'ailleurs, affiché à l'écran, le 54 10 18 19, pour poser des questions, donc participer à cette causerie, à ce débat entre hommes des médias, et qui vous concerne aussi, puisqu'il s'agit de l'actualité. Et comme je vous le disais, il nous a rejoint, Félicien Fayon, du matinal. Félicien, bonjour. Les téléspectateurs de ETélé qui nous suivent en ce moment. Très bien, merci d'être là. Eh bien, nous étions en train d'aborder le sujet qui concerne, l'actualité qui concerne les cas d'enlèvement, au fait, les enlèvements au Bénin, le cas du CA de Niki qui interpelle tout un chacun de nous, où que nous soyons. On en était là. Oui, justement, j'ai suivi un peu le développement de Eloge Ganaro à ce sujet. Si les ravisseurs ont eu le courage de s'attaquer à une autorité jusqu'à ce niveau, parce qu'un chef d'arrondissement, ce n'est quand même pas n'importe qui. Il fait normalement partie du dispositif de sécurité de la commune. Et si les ravisseurs en sont arrivés à ce niveau-là, c'est que nous, qui sommes simples citoyens, nous devons veiller sur nous-mêmes. Jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est vrai, le gouvernement fait des efforts,
les responsables en charge de la sécurité du pays font des efforts pour nous protéger, mais les policiers nous ont toujours rappelé que c'est nous-mêmes qui sommes maîtres de notre propre sécurité. Et ils l'ont toujours dit. On ne peut pas avoir aujourd'hui, en tout cas jusqu'au niveau des pays développés, on n'en est pas encore là, on ne peut pas avoir un citoyen, un policier. On n'a pas encore les moyens d'atteindre cette étape-là. Et donc, par conséquent, chacun veille sur lui-même, là où il est. Cela ne veut pas dire que les forces de défense et de sécurité ont démissionné. Ce n'est du tout pas ça. C'est des êtres humains aussi. Nous devons coopérer, nous devons travailler avec eux, leur fournir des informations sur les individus suspects qui cohabitent avec nous, qui nous entourent. Lorsque nous sommes dans un milieu, qu'on voit qu'il y a un nouveau visage qui est là et qui commence à nous fréquenter, si on voit que la personne adopte des attitudes suspectes, à nous d'informer les autorités compétentes. Aujourd'hui, il y a même un numéro vert qui existe pour la police. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois. Vous appelez, on vous rappelle, vous donnez les informations exactes et la police agit. Sans même que ceux que vous avez dénoncés ou signalés n'en soient au courant. Et donc, nous avons ce travail-là à faire nous-mêmes aujourd'hui. Si on a pu prendre le CA, c'est qu'on peut prendre le maire. Et c'est pas exclu. Peut-être le préfet aussi. Puisque en fait, il y a un peu plus d'un an, pas pour les paniquer, c'est pas pour les paniquer. Des éventualités. Oui. On a même connu ça déjà, non? L'année passée, ils ont pris le directeur de cabinet d'un ministère. C'est ça. D'un ministère, ils l'ont pris en otage. C'est le ministre prochainement. Ce n'est pas notre souhait. Ça, mais ça peut arriver. C'est nous tous. À tout le monde. Ah ouais, à tout le monde. Nous ne devons pas paniquer. C'est des choses qui arrivent couramment dans d'autres pays. C'est parce que chez nous, ce n'est pas courant que lorsque ça arrive, on ne commence pas à s'inquiéter. Bizarre, donc, ce n'est pas un fait à banaliser. Nous devons rester sur nos gardes. Nous devons veiller, bien sûr, à aider nos forces de sécurité à mieux nous sécuriser. Très bien. Merci. Oui, monsieur Gantou. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut suffisamment informer les populations à ça. Nous ne sommes pas exposés au même degré. Un homme d'affaires, un cambiste, un banquier ou un simple citoyen qui ne fait rien n'est pas exposé au même degré. Vous êtes en train de comprendre ce que je dis. C'est selon l'activité que vous menez. Vous êtes un personnage public, par exemple, vous faites des débats, vous prenez des positions. Par exemple, celui qui n'est pas content, ça veut dire que vous êtes ciblé. Donc, par rapport à ce que vous faites, au rôle que vous jouez, vous détenez beaucoup d'argent, des fortes sommes, vous devez prendre des précautions à cet effet. Je pense que ce que je suis en train de dire, nous comprenons tous, les populations vont comprendre, et selon l'activité que je mène, je dois prendre des dispositions à cet effet. Comme l'a dit le confrère Fayon, nous ne sommes pas encore à l'étape d'avoir un policier citoyen. Ceux qui sont nos autorités, les gens en vue, ils peuvent avoir de garde-corps, mais nous, de toute façon, nous avons des commissariats, la sécurité est quand même proche de nous. Nous pouvons travailler en symbiose avec les autorités en charge de la sécurité pour être vraiment en paix. Très bien, merci. Sécurité, on en parle puisqu'il y a eu cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Eh bien, on en a parlé. C'était l'un de vos sujets, monsieur le Gantou. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses. Je ne peux pas et nous ne pouvons pas revenir sur tout. C'est cela. Mais la question de sécurité, je crois qu'on en a parlé encore largement. Largement. Que ce soit le président de la République, Patrice Talon, que ce soit la doyenne du corps diplomatique, l'ambassadeur du Niger près le Bénin, que ce soit les forces de défense et de sécurité, le chef d'état-major général. Voyez-vous. Et globalement, nous constatons qu'il y a une préoccupation dans l'ensemble. Ils sont tous préoccupés. Surtout lorsque la doyenne du corps diplomatique a exprimé des craintes par rapport à la montée des attaques terroristes dans le monde entier. Et surtout dans le Sahel. Vous voyez que ces dernières années, ces derniers mois, ça s'intensifie, que ce soit dans le Mali, dans le Niger, au Burkina Faso. Nous, au Bénin, nous étions tranquilles. Mais aujourd'hui, voyez-vous, c'est vrai que ça n'a pas la même ampleur que ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Et on travaille pour qu'on en arrive. Mais il n'y a rien à banaliser là. Oui. Même si c'est 2 djihadistes qui ont été tués, même s'ils sont 3, même si au niveau de l'armée, c'est 2 personnes, par moment on apprend que 2 militaires ont été tués du côté du Bénin. Il n'y a rien à banaliser là, c'est des êtres humains. Et nous sommes heureux de voir que le président de la République, il ne s'en tient pas seulement à la parole. D'accord? Le dispositif qui était là, ce n'est pas il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Mais il a pris l'engagement que ce dispositif va être renforcé et qu'ils vont continuer, l'État est très préoccupé, ils vont continuer de donner aux forces de défense et de sécurité tous les moyens qu'il faut pour poursuivre la lutte. Mais le président de la République, il est revenu sur un aspect très important. Il dit qu'actuellement, que toutes les nations prennent des dispositions dans ce cadre-là pour lutter contre ce terrorisme-là.
qui est un mal vraiment préoccupant, qui préoccupe le monde entier, mais qu'il faut envisager de nouvelles pistes. Et il a insisté sur la mutualisation des efforts et le règlement pacifique des conflits. Donc, il faut, mieux que par le passé, songer à d'autres moyens de faire face à ce phénomène-là que la force. Le président Talon a dit qu'il ne s'agira pas uniquement d'envisager la force contre le terrorisme. Mais il dit que le terrorisme se nourrit, n'est-ce pas, des menaces à la paix, à la sécurité au niveau régional et au niveau international. Lorsqu'il y a conflit entre les États, lorsqu'il n'y a pas la paix, tout ça là, mais ça permet au terrorisme d'évoluer et d'avancer. Donc, il faut que les États songent de plus en plus, n'est-ce pas, à pacifier le monde entier. Conjuguer les efforts, faire en sorte qu'il y ait la paix partout. Qu'au niveau des États, qu'on évolue dans le sens de la paix et qu'on songe plus au développement, à l'enracinement de la démocratie que de recourir aux armes. Que lorsqu'il aura cette condition-là, que, n'est-ce pas, nous aurons la possibilité de mettre hors d'état de nuire, je crois que ces criminels qui continuent de troubler le monde. Voilà. Très bien. Cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. C'était 3 grandes institutions, 3 corps de la République. Il y avait le corps diplomatique accrédité au Bénin. Il y avait le président d'institutions de la République et puis les forces de défense de sécurité et assimilées. Monsieur Grégoire Dansou, à part l'aspect sécurité, quel autre aspect vous a attiré votre attention au cours de cette cérémonie qu'on a suivie en live diffusion sur les chaînes de télévision? Merci beaucoup. Je pense que la cérémonie, d'abord, il faut faire remarquer que c'est une tradition. C'est une tradition et ça s'est passé comme ça se passe. L'aspect qui retient les attentions, c'est que le chef de l'État a reçu, je ne sais pas s'il faut dire, une bonne dose d'encouragement par rapport à son bilan. Les institutions en harmonie lui ont dit que c'est bon, que le programme d'action du gouvernement, nous avons exécuté un. On est dans 2 actuellement. Comme on le dit chez nous, je pense que lui dit félicitations à celui qui travaille, ça l'encourage et ça lui donne le bon sens. Et qu'est-ce que les Béninois veulent? C'est que l'on travaille vraiment, qu'il y ait des routes, qu'il y ait à manger. Et je pense que c'est essentiellement ce qui doit retenir l'attention des populations, à savoir qu'il y a des institutions, chacune dans son rôle, mais à un moment donné, on dit à celui qui est en train de conduire, voilà, vous êtes dans la bonne direction, nous pouvons continuer et ayez le courage. C'est vrai que c'est dur et tout ce qui se passe en matière de réforme, il faut le souligner. Il y a des populations qui se plaignent parce qu'on dit on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et chaque fois, quand il y a des réformes quelque part, il y a peut-être dissolution d'une, je sais pas, d'une entreprise ou bien d'État ou bien d'une institution. Je pense que tout ça là, il y a des gens qui souffrent. Mais dans le même temps, c'est la volonté d'aller de l'avant qui contraint du moins à effacer certaines erreurs pour que nous continuions dans le bon sens. Et je pense que c'est ce qui me plaît de souligner dans ce qui s'est passé. Très bien. Oui, Fayon, oui, le corps diplomatique a loué, a fait les éloges, en tout cas apprécié, en un mot, le travail qui est fait, le système de gouvernance mis en place à la date d'aujourd'hui. Est-ce que là, tout de suite, ça ne reconforte pas? Et il nous dit que, surtout quand on constate que le Bénin a occupé des rangs, sur le plan économique, sur le plan social, assez de performances. Est-ce que ce n'est pas là une note d'encouragement, d'appréciation qui mérite d'être, en tout cas, perpétuée, encouragée, pérennisée? Oui, vous savez, lorsque vous portez une tenue, vous-même, vous allez d'abord vous mirer pour voir comment est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes beau dans la tenue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tenue? Ensuite, quand vous sortez de votre chambre, peut-être que c'est votre petite famille, notamment votre épouse ou votre époux, ou bien vos enfants, qui vous apprécient d'abord, qui disent « mais c'est bien la tenue, non, ça ne va pas ». Et puis après, quand vous sortez maintenant de la maison, il y a ceux qui sont à l'extérieur, qui vous apprécient, qui donnent leurs impressions sur ce que vous avez porté. Et donc, il y a plusieurs degrés d'appréciation. Ce que nous avons de la part donc, de ces institutions qui sont présentes au Bénin, je vais parler bien sûr de ces partenaires qui sont en quelque sorte des partenaires techniques et financiers.
c'est une appréciation salutaire qui nous conforte dans notre position, mais au même moment, ça nous oblige à faire mieux, ça nous oblige à faire davantage. On dit souvent que lorsqu'on vous distingue de par vos actions, lorsqu'on vous honore, c'est qu'on vous demande d'en faire plus. Vous savez, ces phrases d'encouragement, ces félicitations qu'a reçues le chef de l'État veulent simplement dire que pour le PAG2, il n'a pas droit à l'erreur. C'est une manière de lui dire, Monsieur le Président, nous vous avons à l'œil, nous vous suivons en fait, ne commettez pas d'erreur. Aussi faire remarquer que la présence constante de ces institutions au Bénin montre que notre pays est dans une certaine stabilité, montre que dans notre pays, il y a quand même la paix, montre que nous respectons quand même, contrairement à ce que certains pensent, les principes de démocratie, nous respectons les droits de l'homme, nous essayons de faire en sorte que les autres puissent vivre avec nous. Sinon, ils auraient déjà plié. Et depuis 2016, nous n'avons pas encore vu une institution d'envergure qui a plié bagage parce que peut-être il y a une mauvaise gouvernance, peut-être parce qu'il y a une brimade des droits de l'homme. Il n'y a pas encore ça. Bien au contraire, c'est nous qui sommes en train de réaménager notre cadre diplomatique. Et donc, les mouvements se font en fonction même de notre volonté. Est-ce que vous voyez un peu? Il y en a qui n'ont même pas de siège au Bénin, qui aujourd'hui sont là. Et donc, il y a beaucoup de choses. Je peux vous dire que après cette cérémonie de présentation de vœux, d'autres des ambassadeurs, des responsables d'institutions sont passés dans des cabinets de ministres, de personnalités pour dire, franchement, nous vous suivons, votre pays, nous le tirons un chapeau, de par vos actions. Donc, c'est pour dire que ce qui se fait de l'extérieur est bien. Et ça nous donne, nous-mêmes qui sommes à l'intérieur ici, ça nous donne de l'espoir. Et ça vient aussi donner de l'espoir à ceux qui n'ont pas encore trouvé ce qu'ils veulent. Parce que honnêtement, nous n'avons pas tous, les droits ne sont pas les mêmes comme on le dit souvent. Nous ne sommes pas encore tous satisfaits. Pendant que d'autres disent ça va, il y en a qui disent que ça ne va pas. Mais du moment où quelqu'un qui est étranger à nous vient dire que vous êtes sur la bonne voie, ça vous donne de l'espoir. Ça veut dire que très bientôt, peut-être que ça ira pour tout le monde. Très bien. C'est ma lecture donc de ces félicitations, de ces bons mots qui sont allés à l'endroit du chef d'État et donc de tout le Bénin. Et donc c'est un sentiment de fierté pour tout un Vraiment. chacun de nous, Béninois, qui avons suivi. Parce que quand on arrive à se féliciter le chef de l'État, c'est tous les Béninois qui sont félicités, puisque Bien chacun sûr, y travaille. bien sûr, c'est lui qui incarne notre pays. Il nous représente, il est le numéro 1 du pays. Si on le félicite, c'est nous tous qui sommes félicités. Et si on le félicite pour des actions menées, oui, ces actions ne sont rien d'autre que la conjugaison des efforts de tout un chacun. Le sacrifice que fait chacun des Béninois, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le chef d'État, lui, il réussit son mandat. Donc, il ne réussit pas sans nous, qui sommes citoyens. Même le dernier. Très bien. Alors, nous continuons avec l'actualité. Nous allons rester, puisque nous sommes à la présidence de la République, nous allons y rester pour parler de la création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Le Gandaro, vous avez voulu en parler? Oui, j'ai voulu en parler parce que le seul mot qui a retenu mon attention, vous savez qu'au Bénin, c'est normal, c'est notre droit. Et c'est là où nous devons nous estimer heureux, n'est-ce pas? À côté des actes que pose le gouvernement, des décisions que prend le gouvernement, chaque Béninois, chaque citoyen se lève, apprécie, n'est-ce pas? Apprécie, critique, c'est très bien. Ça montre que nous sommes libres. Chacun dit ce qu'il pense. On ne va pas refuser à certains de dire que c'est mauvais et il faut accepter aussi que d'autres disent que mais c'est bien, nous avançons. Je pense que c'est une bonne chose et nous avançons ici, mais il faut dire les choses objectivement, n'est-ce pas? Parce que déjà on dit mais c'est trop. Mais puisque nous avons déjà d'autres structures de lutte contre la corruption, mais à quoi bon encore créer une autre cellule à présent? Oui, puisque beaucoup s'interrogent, est-ce la solution? Mais quelle est l'opportunité de créer encore une cellule à la présence de la République? Est-ce que M. Gandaro, par exemple, pourra dénoncer de façon objective quelques ratés qu'il aurait constatés dans une direction, dans un ministère? Est-ce que vous aurez, ça dit, la franchise, l'honnêteté d'écrire et de vous plaindre, de dénoncer? Vous allez à la guerre. Oui. Vous allez à la guerre, n'est-ce pas? Vous vous donnez des moyens, des armes pour faire face à l'adversaire. Si vous constatez que, n'est-ce pas, durant la bataille, au front, mais il y a possibilité de changer de stratégie ou de renforcer votre armement, vous le faites. Vous n'allez pas dire, bon, d'accord, nous avons déjà des munitions, ceci, cela, mais pourquoi vouloir encore en acheter?
Autrement dit. S'il y a d'autres moyens qui sont bons pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, pour vous permettre de gagner, mais vous renforcez vos moyens. On dit souvent de façon vulgaire que trop de poissons ne fait pas quoi. Ça ne garde pas la sauce. On peut en mettre suffisamment pourvu que les objectifs soient atteints. Oui, mais non. Vous suivez? Oui. Vous savez qu'il y a déjà, comment dire, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui existe. Il y a l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui n'existe plus aujourd'hui. Mais ce Haut Commissariat n'est pas encore opérationnel jusqu'à présent. Et selon les informations, c'est le secrétaire général de la présidence qui continue de gérer cette affaire et aurait rendu compte certainement au président de la République pour dire voilà les insuffisances, voilà ce que nous avons pu avoir comme acquis. Et par rapport aux acquis, certainement le chef de l'État a jugé bon, n'est-ce pas, de créer cette cellule-là pour avancer. Parce qu'on dit une chose, la force d'un gouvernement, d'un pouvoir également, c'est quand le pouvoir, c'est dans une démarche participative, associer les citoyens, associer la population, n'est-ce pas, à ses décisions et à ses actions. C'est très important. Vous n'allez pas gouverner comme si vous êtes les seuls, n'est-ce pas, contre la volonté du peuple. Selon vous, comment cela pourrait, cette cellule pourra-t-elle fonctionner? Oui, la corruption, c'est un mal très difficile. Oui, parce qu'on a dit cellule d'analyse et de traitement des plaintes et des dénonciations. Oui. Ça ne se substitue pas à la justice. Ce n'est pas que, une fois les informations obtenues, depuis la présidence, on va dire, bon, nous avons eu telle information, après traitement, tel doit faire 20 ans de prison, tel doit faire 12 ans de prison. Très bien. Loin de ça, Ok. Théodile Onsa. Oui. Au contraire, ça contribue à une lutte plus efficace, plus dynamique. Et la justice continue de jouer son rôle. Très bien. Est-ce que c'est inutile que de la présidence, des gouverneurs, des dirigeants, des informations parviennent au niveau de la justice? Et les populations, n'oubliez pas, qu'il s'agit de l'administration publique. Et nous sommes victimes de certains comportements, certaines pratiques au niveau de l'administration. Et tout le monde n'a pas toujours la possibilité, n'est-ce pas, d'enclencher les procédures qu'il faut ou d'apporter l'information jusqu'au plus haut niveau. Mais avec ça, aujourd'hui, je crois que chaque citoyen, s'il est lésé, s'il est brimé, s'il a de l'injustice, il a la possibilité de porter l'information jusqu'au plus haut. Très bien. Et comme je l'ai dit, il ne s'agira pas de décréter là-bas, depuis la présidence, des peines pour dire 20 ans de prison, 14 ans de prison. Bon, parce qu'on a parlé d'analyse, ça va contribuer davantage plaintes, à une lutte plus efficace avec la contribution, la collaboration, la coopération des populations béninoises. Monsieur Dansou, votre avis sur le sujet, la cellule, est-ce la solution? Beaucoup s'interrogent. Est-ce que vous avez cette interrogation, vous la partagez? Bien sûr que oui, je partage cette interrogation. Je m'interroge parce il faut vraiment attendre l'opérationnalisation même de la cellule pour savoir comment la cellule va fonctionner et comment ça se passera. Parce que par le passé, il y a eu des organes ou bien des institutions pareilles, même si ça ne se substitue pas à ces institutions, bien au Haut Commissariat de prévention à la lutte ou bien à la corruption. On prévient la corruption. Maintenant, ici, c'est qu'il y a déjà l'acte et on se plaint. Il y a une cellule pour traiter ces plaintes-là et pour les porter au haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. On peut applaudir ce qui s'est passé pour dire, ben, voilà, c'est une bonne idée, c'est une idée géniale. J'ai eu une information que j'ai vue sur les réseaux sociaux il y a bien longtemps, où il y a un pays où le président a une émission tous les matins, où lui-même il reçoit directement les plaintes des populations. Je pense que si le chef de l'État peut s'impliquer personnellement, peut-être c'est l'idée, je ne sais pas, mais juste mon observation et mon apport à la chose, le chef de l'État même, il s'intéresse à ce qui se passe dans cette cellule-là et il est au courant en même temps de ce qui se passe dans le Bénin profond. Parce que depuis le Bénin, depuis le nord, depuis le sud, l'est, l'ouest, des gens peuvent appeler, des gens peuvent dénoncer ce qui se passe. Parce que, vous le savez, le chef de l'État, c'est lui qui répond de tout ce qui se passe dans le pays, mais il ne peut pas être présent partout. C'est pourquoi il a des ministres, des autorités à divers niveaux, et chacun joue son rôle, et chacun participe à la gouvernance d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il arrive que dans nos faits, qu'il y a des actes qui ne sont pas dénoncés. Je peux dire que ce qui est en train de faire là, on peut dire, parce que la presse aussi ne joue pas pleinement son rôle, parce qu'il y a des informations qui peuvent être portées au haut niveau, mais qui ne sont pas faites.
nous sommes peut-être responsables dans ce qui se passe, mais après remarque, après analyse, l'autorité, celui qui est devant et qui conduit, dit, bon, voilà, j'ai trouvé une solution. On va toujours expérimenter. Parce que comme on le dit, la corruption, ce n'est pas comme le paludisme, ce n'est pas une lutte, non. C'est des actes au quotidien. Et tant qu'il y aura des hommes d'affaires, et tant qu'il y aura des citoyens qui ont besoin de quelque chose au niveau de l'administration, il y aura toujours la corruption. Et tant que nous respirons, tant que nous allons et que nous revenons, et qu'il y a la volonté d'aller de l'avant, la volonté d'avoir des choses plus facilement, puisque c'est Dieu qui nous a créés ainsi, il y aura la corruption. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comment réduire la corruption vraiment, et pour que ça n'empiète pas sur le développement. C'est de ça il est question. Et maintenant, il ne suffit pas, la cellule, comme l'a dit... créer autre solution, certainement. Évidemment. Et comme l'a dit le doyen, la cellule ne se substituera pas à la justice. Maintenant, il faut qu'il y ait la punition. Et quand on dénonce, et quand on traite, qu'on porte au niveau de la justice, que la justice joue vraiment son rôle. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que ça se passait comme avant. Aujourd'hui, quand tu poses un acte, on dit, ben, il y a la criette là-bas. Déjà, à entendre ça, il y a des gens qui s'abstiennent de faire certaines choses qui sont contraires à la loi. C'est mon observation. Oui, Félicien Fayon. En fait, l'initiative, elle est bonne, mais moi, je ne peux pas tout de suite apprécier. Je veux bien attendre que cette cellule soit active et commence par agir d'abord pour que nous voyions d'abord son mode d'action et puis ensuite l'efficacité des associations pour pouvoir bien apprécier. Sinon que c'est un dispositif qui vient renforcer ce qu'il y avait déjà. Je le dis parce qu'au niveau des institutions de l'État, il y a déjà des dispositifs qui sont mis en place pour quand même permettre de dénoncer les actes de corruption. Vous savez, dans les ministères, il y a les inspecteurs généraux des ministères qui sont là, nommés avec une certaine autonomisation de fonctionnement. Vous allez dans les structures, vous allez voir, il y a les auditeurs internes, il y a les commissaires aux comptes, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Et donc, le gouvernement lui-même, il sait qu'il a la machine qu'il faut, d'accord, pour essayer de contrer ceux qui ont encore, malheureusement, cette volonté de mal gouverner, de mal gérer les fonds publics, malgré tout ce qui se fait. Et au niveau donc de la justice, il y a derrière la criette qui est là. Qui peut s'auto-saisir lorsque ça ne va pas? Qui peut aussi recevoir la plainte des populations lorsque ça ne va pas? Cette cellule juste me fait rappeler une cellule qui avait eu, Théodule se rappelle bien les doyens Ganaro, c'est sûr, la cellule de moralisation de la vie publique sous le président Kérékou, je crois en 2000, Anne-Sika Adjaï, aujourd'hui chef d'arrondissement quelque part à Ouida. Je me rappelle du fonctionnement de cette cellule-là, la présidence, et ça avait chauffé. Après, on a vu également les organisations de la société civile à travers le FONAC. Même le professeur Regnard Wansou. Bien sûr. Voilà, c'est ça, entre voilà. Et donc, on a vu comment ça avait fonctionné. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je veux bien attendre pour voir comment cette cellule va fonctionner d'abord. Mais je sais que le régime Talon a déjà un dispositif qui permet aujourd'hui de réduire, parce que nous ne pouvons pas avoir un taux zéro corruption dans l'administration. Enfin, il y en a qui sont de mauvaise foi. Malgré tout ce que vous faites, il y en a qui sont de mauvaise foi. Et donc, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'il y a un dispositif qui est là. Ce qui est aujourd'hui installé, c'est peut-être pour permettre à ceux qui ne savent pas comment s'adresser à la criette, à ceux qui ont des informations qui sont à l'extérieur de l'administration publique, mais qui apprennent des choses, c'est pour leur permettre de dénoncer. Et c'est aussi une manière, selon moi, de clouer le bec ou bien de donner l'opportunité à ceux qui disent encore au sein de l'opinion publique: ah non, mais les gens volent dans l'administration. Mais ce régime-là, les gens volent. On ramasse de l'argent qu'on amène tout le temps au Rwanda, qu'on fait ci. Ceux qui disent ça, c'est l'occasion pour eux de dénoncer. Parce qu'en fait, cette cellule, certainement, sera ouverte. Population, à travers des moyens de dénonciation anonymes. Et on va protéger certainement ceux qui vont dénoncer. Comme ça, il faut le dire à la police un peu partout. Et donc, pour moi, c'est une très belle initiative. Mais attendons de voir d'abord son fonctionnement pour mieux apprécier, parce que le chef d'État a beau avoir de belles idées, mais il n'y a que ceux qui mettent en œuvre qui vont peut-être concrétiser, lui, sa volonté. Très bien. Merci à vous, Félicien. Et nous allons, comme nous le disions tantôt, lire la réaction de quelques téléspectateurs qui nous suivent et qui participent donc en direct. Vous avez la possibilité d'envoyer des messages. Oui, le message de Monsieur Ogoubiyi Paul depuis Sémécrac, il dit: bonjour, Monsieur le ministre. Nous savons, bonjour, Monsieur les journalistes, pardon. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le Nord Bénin est menacé par les terroristes. Alors, le CA n'a pas pris soin de sa propre sécurité.
sécurité. Et lui, c'est sa réaction dans la nuit profonde. C'est vraiment sa propre faute et remercions Dieu car il n'a qu'à se prendre au sérieux pour les jours à venir. Ça, c'est la réaction de M. Ogoubiyi, Paul depuis Sémé-Kraké. Et puis notre ami Yansounou Dossou, innocent, depuis Porto Novo, 2e arrondissement de quartier Tivier, dit oui, cellule de traitement d'analyse et de dénonciation, oui, dans tous les cas, nous encourageons le gouvernement à travailler dans ce sens parce que corruption, trop, c'est trop. Voilà quelques réactions que nous avons eues concernant les téléspectateurs qui ont réagi. Oui, vous avez aussi, vous qui nous suivez, la possibilité de participer à ces échanges en envoyant vos suggestions, vos messages au numéro affiché, le 54 10 18 19. Un autre sujet qui fait d'ailleurs l'actualité, il s'agit bien sûr du vote de la loi sur l'hygiène publique. Monsieur Dansou, c'était aussi votre sujet proposé. Merci beaucoup, monsieur Théodule. Je pense que le chef de l'État, en parlant, et à chaque fois, aime une expression, nous allons évoluer vers les normes modernes. Je pense que nous sommes en train d'évoluer vers les normes modernes. Et à chaque instant, il y a des choses qui s'imposent. Je pense que cette loi, il la fallait. Et ça a été adopté, le reste du processus va suivre. Et pour que nous ayons vraiment cette loi et que ce soit vraiment vulgarisé. Et parce qu'on parle d'hygiène publique, ça concerne désormais tout le monde. Surtout au niveau des villes, des populations humaines doivent être imprégnées de quoi il est question pour ne pas tomber banalement sur le coup de la loi. Et je pense qu'en ce qui concerne la police sanitaire également, il doit y avoir quand même des réformes à ce niveau pour que ce soit vraiment, pour que les gens connaissent ces corps et se comportent à cet effet conséquemment, j'allais dire, envers ces personnes-là. C'est de ça il sera question. Et puis quand on parle de l'hygiène publique d'une façon générale, c'est comment nous gardons notre cadre de vie. Et vous allez voir aujourd'hui, en plein de déjeuner, il y a des gens qui envoient des camions, des citernes pour faire des vidanges. Et on peut mettre tout un quartier mal à l'aise, ne serait-ce que par cet acte-là. Il y a beaucoup de choses, des dépotoirs un peu partout. C'est vrai que avec le projet d'assainissement du Grand Okoué, il y a des ordures les ordures sont désormais ramassées, même si parfois ça traîne devant des maisons et qu'on voit des gros tas d'immondices, on se dit, mais est-ce que des gens continuent toujours de ramasser des ordures? Ça existe, ça continue d'exister. Je pense que cette loi est venue pour que nous changions d'habitude, pour que notre cadre de vie soit vraiment vivable. Et c'est ça, j'ai dit en introduction, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'aller vers l'avant pour aller vers les normes modernes. Modernes, oui, Félicien Fayon, votre avis sur... De toute façon, quand on parle d'hygiène publique, beaucoup s'interrogent de quoi parle-t-on, sans oublier que ça englobe beaucoup de questions. Et même, surtout, les communes auront une grande responsabilité dans cette affaire. Mais bien sûr, parce que nous avons ce problème, mais nous n'en sommes pas conscients. C'est ça. Dans les villes, ça se ressent beaucoup plus. Dans les villages, bon, ça se gère encore. Dans les zones reculées, bien sûr, ça se gère encore. Vous savez, il y a une question aujourd'hui qui est très, très difficile à gérer, la gestion des déchets publics. La société que nous avons et qui gère aujourd'hui les déchets publics, elle fait un travail énorme. Mais il y a nous-mêmes, les déchets solides, que des gens viennent déverser régulièrement dans notre pays. On n'en a pas connaissance. Vous allez voir régulièrement, les gens viennent ouvrir des conteneurs et ils disent qu'ils vendent des produits importés ou bien des produits venus. D'ailleurs, c'est des déchets d'autres personnes qui viennent déverser chez nous. En réalité, parce que tout ce qui s'y trouve, très dangereux, tout ce qui s'y trouve souvent n'est pas de bonne qualité, c'est des télévisions, des trucs usés qu'on vous envoie parce qu'ils veulent se débarrasser de ça en fait. Et ils ne savent pas là où ça va rester. Mais nous, on les prend, on va les déposer chez nous. Quand ça se gâte, on ne sait même plus où les mettre. Vous, votre télévision se gâte, vous ne savez pas là où la jeter. Votre congélateur se gâte, vous ne savez pas là où jeter ça en fait. Il y a tous ces problèmes qui se posent. Donc, je pense que cette loi qui certainement sera suivi de décrets d'application, permettra aujourd'hui de comment gérer tout ce qui est hygiène de l'environnement, notre cadre de vie. Et maintenant, quand on met hygiène, il y a également beaucoup de paramètres qui doivent être pris en compte dans ça. Et donc, je pense que les décrets qui certainement seront pris
très prochainement, si les services compétents font leur boulot, nous fixerons davantage sur l'application de cette loi-là et permettrons à chaque citoyen de savoir comment se comporter demain pour que son environnement de vie soit quand même sain. Très bien. Oui, le Ganaro. Oui, je crois que c'est très important, comme ils l'ont souligné. Voilà, la loi est adoptée, mais il ne s'agira pas seulement d'adopter la loi. La loi peut être là sans être appliquée. Il faut que les acteurs, effectivement, appliquent la loi. Parce que c'est pour le bien de tous, c'est une question de santé. Lorsqu'on parle de l'hygiène, et sans une bonne santé aujourd'hui, on ne peut rien. C'est un grand défi. Moi, j'ai toujours dit que ça occupe une place très importante dans notre vie. Pour parler de travail, pour parler de défis à relever, pour réclamer un salaire, pour faire ceci, cela, il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé, être en vie d'abord, avant de pouvoir réclamer quoi que ce soit, ou de pouvoir, n'est-ce pas, avancer, travailler, espérer avoir des succès. Sans la santé, nous ne pouvons rien. Donc c'est bienvenu, et qu'on dise que bon, ça contribue, ça définit clairement le rôle des collectivités décentralisées, et ça permet de faire la promotion de l'hygiène, que ce soit au niveau des établissements de différents ordres d'enseignement, que ce soit au niveau des établissements de santé, que ce soit au niveau des centres de santé, que ce soit concernant la gestion des cadavres, que ce soit beaucoup de choses. Puisque les collectivités décentralisées, je crois que vous savez que nous avançons, quand nous parlons de la décentralisation, à beaucoup d'insuffisances. Leur rôle, il y a eu des acquis, mais ils n'ont pas joué suffisamment leur rôle. Il faut qu'aujourd'hui, je crois qu'ils se sentent un peu responsables, et par rapport à tout ce que l'on dit là, ils puissent s'impliquer davantage, parce que c'est un instrument qu'on met à leur disposition. Et que réellement, ça soit appliqué pour que l'on sente qu'au niveau des écoles, des universités, que ça soit dans le secteur public, que ce soit au niveau des morgues, j'ai parlé tout à l'heure des cadavres, des centres de détention. Vous voyez ce qui se passe dans certaines prisons. Les prisons aujourd'hui, quand on se plaint, on dit que, bon, écoutez, dans les prisons, ça ne va pas, il n'y a pas de lien, ceci, cela. C'est également leur rôle. Pour qu'on ne dise pas, c'est toujours l'État, c'est le gouvernement, c'est eux, telle prison, c'est eux qui doivent faire. Les communes ont un grand rôle à jouer. Et à partir du moment où on met cet instrument, cet outil à leur disposition, je crois qu'ils doivent l'utiliser, n'est-ce pas, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'assurer une bonne santé à toutes les populations. Et cela contribue certainement au développement. Ouais. Vous me fait penser à la loi sur l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin, qui a été votée depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Apparemment, c'est rangé. Nous en sommes où? Les acteurs n'en disent plus rien. Je pense que dans nos marchés, dans nos maisons, dans notre environnement, chaque jour, les sachets plastiques non biodégradables continuent d'être utilisés, malheureusement. Et donc, la loi a été votée, elle est là, elle est prise, mais en fait, dans la pratique, sur le terrain, ce qu'on voit vraiment, elle ne règle pas le problème, puisqu'en fait, la loi n'est pas pratiquée. On ne voit pas des gens sanctionnés pour l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables dans notre pays, même si dans certaines structures, notamment les pharmacies, dans des supermarchés, il y a eu des efforts qui ont été faits pour que ces sachets plastiques non biodégradables ne soient plus utilisés, mais avec la bonne dame, lorsque vous payez votre tomate, on vous la sert toujours dans le sachet plastique. C'est vrai que chaque citoyen doit aussi doit jouer son rôle. C'est-à-dire qu'en allant au marché, tu as de quoi acheter et aller faire tes emplettes pour ne pas forcément prendre le sachet. Mais je peux être en ville et avoir ce besoin-là de dire, bon, il faut que j'aille m'acheter quelque chose rapidement. Et on me le met dans un sachet plastique non biodégradable. Je fais comment? Même si je refuse, est-ce qu'il y a une solution une solution alternative? Je n'en ai pas. Et donc, je pense qu'il faut d'abord peut-être régler le problème à la source. Donc, cette loi qui a été votée sur l'hygiène, qu'elle ne soit pas rangée aux oubliettes, comme tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres lois qui sont votées comme ça et qui sont laissées. Donc, les structures compétentes ont aussi un travail de vulgarisation et de sensibilisation à faire avant que peut-être la répression ne s'ensuive. Voilà. Je le disais tantôt, les collectivités, dans la nouvelle loi qui a adopté, les collectivités locales ont été mises au cœur de beaucoup de choses par rapport à l'hygiène des établissements, des différents ordres d'enseignement, hygiène des établissements, des centres de santé, etc., des cadavres. Est-ce que ça ne rejoint pas, Félicien, cette loi sur la décentralisation qui demande désormais, concernant l'État, ce qu'il faut que, même pour les cérémonies, etc., les bruits, les nuisances sonores, les pollutions sonores, qu'il faut payer des taxes. Est-ce que ce n'est pas déjà l'embranchement qui est tracé là? Oui, ça fait effectivement corps
à cette loi sur la décentralisation. Nous sentons simplement que et le pouvoir central et le pouvoir législatif sont en train de mettre véritablement au travail les collectivités locales. C'est-à-dire la vraie décentralisation, c'est ça. Ce n'est pas seulement avoir des maires, avoir des élus locaux seulement, non. Il faut que dans les actes, on sente qu'ils sont autonomes, ils sont indépendants. Quand vous allez au Nigeria à côté, on sent qu'effectivement, les collectivités locales font leur travail de façon autonome, de façon indépendante. Et ça, c'est le pouvoir central qui leur donne bien sûr cette possibilité-là. Donc ces lois-là démontrent la volonté du pouvoir central à faire travailler les collectivités locales, à les mettre au cœur des actions de développement de leur localité. Si déjà on vous donne la possibilité de collecter des taxes, de les utiliser comme cela se doit, et qu'on prend des lois encore pour vous permettre de gérer au niveau local ce qui concerne votre territoire de compétence, je pense que c'est une manière de vous autonomiser en fait. Et ça vient aussi renforcer le pouvoir qu'ils avaient, qui est d'aller rechercher des financements pour développer leur localité. Donc, c'est pour dire, n'attendez plus forcément le niveau central pour que votre environnement soit ce qu'il doit être au niveau de votre commune ou au niveau de votre arrondissement. Oui, comme on le dit souvent, comptons sur nos propres forces. C'est cela. Puisque nous exigeons le développement. C'est un grand défi. Nous voulons le développement. Et si nous voulons vraiment être indépendants, si nous ne voulons pas être dépendants, on a parlé de l'énergie ici. Pendant des années, des décennies, vous avez vu ce que nous avons suivi. Acheter l'énergie électrique ailleurs, quand nous parlons du délaissage, au moment où on parlait des coupures intermissives du courant, lorsque nous allons dépendre d'autres pays, et même il est arrivé où nous nous sommes endettés. On nous a dit que c'est parce qu'on n'a pas pu payer ce que nous devons au niveau du Ghana, au niveau du Togo, ailleurs, au Nigeria, que nous n'avons pas le courant. On ne peut plus continuer comme ça. Faisons l'effort de mobiliser les ressources par nous-mêmes. Mais est-ce qu'on peut vraiment assurer le développement qui exige des investissements sans que nous-mêmes, nous ne contribuions pas? Nous ne voulons pas toujours commander, attendre l'assistance d'ailleurs. Mais ça, les taxes, on ne peut pas. Du jour au lendemain, dire, bon, nous supprimons les taxes pour faire plaisir aux populations. Pour être un bon gouvernement, pour être apprécié, ça va devenir le populisme. Pour être bien vu et être un bon président de la République, on supprime toutes les taxes, il n'y a plus de taxes. Faites vos activités comme vous voulez, il n'y a plus de taxes. Vous pensez réellement qu'on peut avancer? On va trouver les ressources pour les investir et évoluer. Donc, je crois qu'à des moments donnés, il faut que nous comprenions que si nous voulons vraiment être indépendants, si nous voulons nous développer, nous devons rechercher les ressources nous-mêmes sur notre territoire et contribuer à ce que fait l'État par les taxes. Il a dit tout à l'heure, ces taxes-là, par exemple, la polémique qui est entretenue par-ci, par-là, mais il y a des taxes qui ne sont pas de nouvelles taxes. Il y a des taxes qui existaient déjà. Au niveau des communes, ils le savent très bien. Et aujourd'hui, si on veut les mettre, on veut vraiment aller à la pratique pour que les communes puissent recevoir ces taxes-là, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas créer davantage. Et ce qui est fait, c'est au niveau des collectivités, ils vont les collecter. Et s'ils les collectent, ce n'est pas pour la poche du maire, ce n'est pas pour la poche du chef d'arrondissement. Ils vont les investir dans les infrastructures, dans la création des centres de santé, des écoles et tout ça là. Donc c'est tout cela qui contribue au développement. Donc il faut que nous ayons cette culture-là, nous comprenions que nous-mêmes, nous devons contribuer par nos propres forces. On a pendant longtemps dit, comptons sur nos propres forces, c'est de cette manière-là que nous pouvons le faire. Oui, ça c'est depuis la Révolution. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de révolution de comptons sur nos propres forces. Voilà, alors, quand on parle d'hygiène publique et des éventuelles tasses, en tout cas l'application de cette loi ou bien de ces lois, alors, beaucoup s'interrogent, est-ce que ce serait identique pour toutes les communes, surtout quand on met, une fois encore, par rapport à cette loi, les collectivités locales, je le dis une fois encore, au centre du tout, c'est-à-dire quoi? Une grande responsabilité à veiller au développement de leur localité. Maintenant, il y en a qui disent déjà, est-ce que ce serait les tasses, en tout cas, les pénalités, je dirais, qui seront... Est-ce que ce serait identique pour toutes les communes, sachant que les communes varient d'une à l'autre, n'ont pas les mêmes, en tout cas, valeurs sur le plan économique, démographique et culturel dans tout. Je pense que la loi, c'est d'abord l'esprit. Et sans même aller en profondeur des tests, sans avoir vraiment feuilleté ce qui est fait, ce qui a été élaboré, je peux déjà dire qu'il y a des tasses, sinon
des exigences, des tâches qui vont rester les mêmes peut-être pour toutes les communes, mais il y a des tâches qui d'office ne seront pas les mêmes. Lorsque vous résidez en ville, vous n'avez pas les mêmes contraintes que celui qui est au village. Même, regardez même le coût des loyers, qu'il n'y a même pas de comparaison entre ce qui se passe dans les villes et ce qui est au village. Donc, d'une façon générale, il y a dans la loi, certaines auraient déjà prévu ça, il y a des tâches qui ne seront pas les mêmes, des contraintes qui ne seront pas les mêmes. Mais quand on prend Agor, par exemple, je pense que c'est au village, on fait plus Agor. C'est au village même que ça a plus d'intensité qu'en ville. Donc, aujourd'hui, désormais, tous les gens évidemment, c'est pourquoi j'ai un petit exemple là. Ouais. Je reviens encore sur ce que le doyen a dit tout à l'heure. Et pour être un très bon président, je pense que Talon peut-être doit supprimer les taxes complètement et autoriser tout le monde de vendre peut-être de la drogue. Mais ce ne serait jamais ça. N'allons pas là. Évoluons vers les normes modernes, comme on est en train de le dire, et cultivons. La révolution telle que ça nous a été compté, peut-être nous on est relativement jeunes par rapport à ce qui s'est passé. C'était peut-être un peu ça. Et lorsqu'on a la volonté d'aller, le doyen dit comptons sur le Profos, on est obligé de cotiser. C'est comme une association où tout le monde doit contribuer. Il y a peut-être des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Chacun y va avec, mais lorsque nous posons des actes, lorsque nous avons des activités, que ce soit économiques, que ce soit ludiques, d'une manière ou d'une autre, c'est comme des pénalités et qu'on est obligé de passer par là pour contribuer, puisqu'on n'a pas trouvé... Contribuer au développement de chaque cité. Avec la nouvelle loi sur l'administration territoriale, le chef de l'État a dit, lui n'est pas ordonnateur du budget, c'est le ministre des Finances qui est ordonnateur du budget. Donc, c'est les normes modernes. Donc, mettons nos communes au pas des normes modernes. Je pense que c'est exactement la même chose qui est en train d'être faite à la base. Nous allons y habituer avec le temps. Avec le temps, Félicien Fayon. Oui, nous allons y habituer, certainement. Est-ce qu'on a même le choix? On n'a pas le choix. La loi, c'est la loi, elle s'impose à tout le monde. Et la loi, ça nous permet de nous organiser dans la société. Donc, ce n'est pas que qu'on prend les lois pour nous faire du mal. N'oublions pas que ceux qui sont là et qui nous gouvernent, ils sont là pour notre bien, en fait. Et donc, ne prenons pas mal les choses. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité ou bien les moyens de faire face aux tâches que nous allons empêcher d'autres de le faire. Si nous, on peut le faire, on le fait. D'ailleurs, ça s'impose à tout le monde, d'ailleurs. Il faut que nous ayons cet esprit patriotique-là, qui est de contribuer au développement du pays et donc respecter les lois qui sont votées. Ne pensons pas que les lois sont orientées contre des gens. Non. C'est pas. Dans toute société, il y en a toujours qui se rebellent contre des décisions de l'État, des dispositions de l'État. C'est ça qui fait même la société. C'est ça qui fait même la démocratie elle-même. Et donc, tel que ça se critique ici, en France, quand on prend des lois, il y en a qui ne sont pas d'accord, qui protestent. Mais c'est la loi, ça passe. On dit la loi est due, mais c'est la loi. Oui, 30 secondes. 30 secondes, je ne saurais vraiment quitter ce plateau sans vraiment saluer l'esprit du président de la République. Parce que nous avons dit que vraiment, il a reçu beaucoup de fleurs. Son gouvernement, des félicitations. En 30 secondes, des félicitations. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Très bien. Il a bien dit, écoutez, moi je vais poursuivre cette œuvre que j'ai commencée pour la pacification du pays et pour le rassemblement de tous. Sans cela, le pays ne peut pas avancer. Le président Talon l'a reconnu il a salué l'effort de défense de sécurité pour le travail qui a été abattu. Si je ne le dis pas, c'est merci à vous, Eloge Ganaro. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Félicien Fayon, journaliste au matinal. Et puis Grégoire Dansou du Grand Quotidien. Oui, c'était le plateau hebdo des éditorialistes, la création de la cellule d'analyse, du traitement des plaintes et dénonciations, la présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État, la loi sur l'hygiène publique au Bénin, des enlèvements au Bénin, le cadre du CA de Niki, autant de sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, merci. Le prochain rendez-vous pour l'hebdo, c'est dimanche prochain, mais en attendant, nous y sommes. Juste après nous, c'est le bulletin de l'information. Vous allez retrouver toute l'équipe de Dimanche Politique pour le débrief avant le grand rendez-vous de 20h. À tout à l'heure donc.